Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve comme tous les mercredis pour notre petite vidéo toutes les 2 semaines sur tout ce qui se passe sur la tech. Donc aujourd'hui, on a un programme un petit peu chargé parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, hein. 2 semaines, c'est long. Donc on va commencer avec un petit peu de chat GPT et surtout l'angle B2C de chat GPT, je vais vous montrer, et un peu les métriques de chat GPT et d'OpenAI, hein. D'accord. On continuera avec d'autres news autour de l'IA, ce qui s'est passé. Il y a beaucoup de choses intéressantes. On fera un petit focus sur Adobe qui a fait sa grosse présentation autour de l'IA et autour de Firefly en annonçant quelques jolies choses, surtout le pricing de ces produits qui est quand même intéressant. Après, on aura Amazon October Prime Day, hein, dont on parlera rapidement. Et qu'est-ce que ça nous dit? On passera après aux résultats, hein, donc ASML, TSMC, Lam Research, donc beaucoup du secteur des semis. Et après, il y aura aussi Netflix et Intuitive Chirurgical. D'accord. Après, on parlera un petit peu de l'IA et des puces, parce qu'il y a pas mal de choses nouvelles qui sont arrivées et il y a des jolies choses à essayer de comprendre, etc., par rapport à d'autres secteurs. On parlera après de Microsoft qui a eu quelques jolies news, suivi d'un petit focus sur les poursuites judiciaires en cours contre les GAFAM. Il y a eu deux, trois trucs intéressants. Et on finira sur un petit peu de cybersécurité, parce qu'il y a eu une belle étude qui est intéressante et il y a quelques gros coups qui ont été faits, dont un grand gang de cyberattaquants, enfin de cyberhackers, qui ont été arrêtés ces 2 dernières semaines. Donc, let's go, on y va, on commence. Donc, on commence avec ChatGPT d'OpenAI. Donc, ce qui est intéressant, c'est, vous savez, ceux qui suivent depuis quelques temps, je dis que c'était un produit qui avait réussi à allier un 1 milliard de run rate. Donc, je répète, le run rate, c'est-à-dire on prend le revenu maintenant, on l'extrapole, d'accord, sur les 12 prochains mois, etc. Et ça nous donne un revenu, d'accord. Et l'idée, c'était de se dire que c'était un des premiers produits qui allait avoir un run rate de 1 milliard en moins de 12 mois de son lancement, même sûrement qu'elle allait faire 1 milliard de chiffre d'affaires en moins de 12 mois de son lancement, ce qui est extrêmement puissant. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des nouvelles de Sam Altman sur Twitter qui a annoncé que le run rate, ça serait plutôt maintenant 1,3 milliard. Donc il y a un beau développement, même si, attention, on sent que sur certains points, ça plafonne, surtout sur le B2C. Donc on vous ajoutera les petits graphiques où il faudra aller les chercher en cliquant sur le lien en bas. Mais dans les petits graphiques, vous voyez le total consommateur acquis, vous voyez qu'il y en a quasiment plus beaucoup, hein. On était au-dessus de 100 000 utilisateurs. Alors c'est des données avant tout américaines, donc B2C américain. D'accord. Donc c'est des utilisateurs quotidiens et payants. Ok. Donc on est légèrement au-dessus de 100 000 maintenant. Et la gros de la courbe d'acquisition a eu lieu il y a quelques temps, mais maintenant c'est un petit peu compliqué. Et le total spending, il est au-dessus de quelques millions. Mais c'est vrai que la croissance est quand même légère. Alors attention quand on parle de croissance légère, c'est-à-dire que si on extrapole la croissance quarter over quarter qu'il y a, d'accord, donc c'est trimestre après trimestre, on pourrait même ici la mettre mois après mois parce que vous la voyez tous les mois avec les datas que on a ici, et on serait quand même sur une croissance de 25%. Donc si vous voulez, des sociétés qui croient de 25% dans le B2C par mode par abonnement sur un produit nouveau, il n'y en a pas beaucoup. D'accord. Donc les données, c'est des données de Orion, hein. Donc c'est un organisme qui gère des cartes de crédit, etc. et qui consolide les infos autour de ça. Donc c'est un organisme qui est très américain. Donc attention, ces données-là sont avant tout des données américaines, mais c'est quand même des données qui nous montrent un fort ralentissement, d'accord, qui montre quand même que sur l'aspect purement B2C, OpenAI a plus de mal à croître, alors que c'est vrai qu'au début, avant même que l'entreprise commence à utiliser OpenAI, il y a beaucoup de particuliers qui s'en sont emparés. Et maintenant, on voit vraiment que l'intelligence artificielle, c'est un outil qui est plutôt un outil B2B, un outil d'entreprise. On peut en avoir un usage particulier, et encore, ça faudrait aller voir dans les données en détail, parce que à mon avis, dans beaucoup de gens qui ont un usage particulier de ChatGPT, ils en font aussi un usage personnel. Alors vous allez trouver quelques personnes qui ont pris ChatGPT pour apprendre des langues à leurs enfants, pour les aider dans les devoirs, etc. Mais beaucoup de gens
qui ont ChatGPT en particulier l'ont pris parce que ça leur permet de s'optimiser dans leur business, que leur boîte ne veut pas forcément qu'ils l'aient, etc. Et ça les arrange. D'accord? Parce qu'au final, si vous utilisez ChatGPT juste pour lui préparer vos vacances, etc., et pour demander qu'est-ce qu'il y a à faire à Madère et tout ça, il n'y a pas forcément besoin d'avoir le premium de ChatGPT. Le gratuit peut vous suffire de manière assez forte. Et attention, même si là on est sur des données qui ne concernent que les utilisateurs payants, les utilisateurs gratuits, c'est la même chose, ça plafonne un petit peu. Après, attention, on reste sur des taux d'utilisation qui sont très élevés et on n'a pas une courbe comme on a vu par exemple sur Clubhouse, sur des applications comme BeReal, qui étaient montées très très fortement et qui étaient descendues. Là, en fait, on est sur une courbe où on est en haut de la cloche. Alors peut-être que ça va redescendre très fortement et qu'on va rester un petit peu longtemps sur la cloche et qu'après ça va descendre. Mais généralement, les Clubhouse, les BeReal, etc. sont des apps qui avaient fait des très très grosses croissances, mais qui avaient fait une cloche qui était très très courte. C'est-à-dire, ça avait duré un mois et demi, 2 mois au gros où il y avait beaucoup d'utilisateurs. On était au top du nombre d'utilisateurs et très vite ça s'était retourné. Là, chez ChatGPT, on n'est pas du tout sur la même chose. On arrive à un plancher, d'accord, au début de l'été, d'accord. Donc là, ça va commencer à faire 3 mois et on voit pas vraiment d'essoufflement fort, violent, etc. Donc c'est intéressant. Même si, attention, cet essoufflement il peut arriver parce qu'il y a quand même beaucoup de concurrents qui vont entrer dans ce segment-là. Hein. Vous l'avez vu, le chatbot propulsé par l'IA de Messenger qui va arriver et plus globalement de la galaxie Meta qui va arriver parce qu'il sera aussi disponible sur Instagram, etc. Donc il y a quand même beaucoup de concurrence qui commence à être là. Donc c'est des choses qui sont assez intéressantes à suivre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est les dépenses de cohorte. Donc vous savez, ce qu'on appelle une cohorte, c'est ce que je vous expliquais souvent. Hein. C'est-à-dire vous avez en 2021, vous allez acquérir des clients, c'est la cohorte de 2021. 2022, c'est la cohorte de 2022. Et ce qu'on va voir, c'est le taux de dépense de ces clients. Ce qu'on voit, c'est quand même qu'on a un taux de dépense qui ralentit très fortement. C'est-à-dire qu'on a des clients qui sont rentrés en février 2023 et on va dire que on n'a plus que 60-70% de ce que dépensaient les clients en février 2023 qui est là. Ce qui reste très bon pour un produit B2C, hein, ce serait assez mauvais pour un produit B2B, mais pour un produit B2C, c'est pas mal. C'est d'autant plus correct que ce qu'on commence à voir d'intéressant, c'est que les dernières cohortes, les cohortes qui sont entrées cet été, ont tendance à beaucoup moins perdre en volume de dépenses que les cohortes au début. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait au début c'était très difficile d'avoir accès à la version gratuite. C'était aussi un peu une notion de oh bah j'ai testé la version gratuite, elle est bien, je vais prendre la payante et je vais faire partie des early adopteurs de la payante. Je paye 20 euros, c'est pas grand chose et voilà. D'accord? Et ça, c'est en train de bouger un petit peu, parce qu'il y a des gens, quand ils ont payé 20 euros, mais qu'en fait, ils l'utilisent une fois de temps en temps et qu'ils se rendent compte que entre la version gratuite et la version payante, ça change pas grand chose. Au début, ils ont soutenu, ils ont voulu être un peu early adopter, avoir accès tout le temps. Maintenant, il n'y a plus de problème d'accessibilité, vous y avez accès tout le temps, il n'y a pas trop de lag, il n'y a pas trop de choses comme ça. Au final, est-ce que ça vaut le coup de continuer à payer? Pas forcément, mais on voit quand même des développements de cohortes qui sont assez intéressants au niveau des dépenses pour un produit pour un produit B2C. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que ChatGPT a ajouté les fonctionnalités de dialoguer avec lui en lui envoyant des images et en lui parlant en mode vocal, d'accord? Donc ça, c'est des fonctionnalités que ChatGPT vient de rajouter. Ce qui va être intéressant, c'est de savoir est-ce que en B2C, ça va avoir un impact nouveau? Est-ce qu'il y a des gens qui vont se dire ah bah oui, je vais payer pour pouvoir accéder à de la donnée, etc. D'accord? Donc ça, c'est des choses qui vont être assez intéressantes et c'est en train d'être déployé dans toutes les langues. Et après, ce qui est intéressant quand même, c'est pour ceux qui se souviennent, je vous ai dit qu'au début, Altman avait dit qu'on était à 1,3 milliard de run rate, d'accord? Et pour ceux qui se souviennent des précédentes vidéos et des précédents moments, au début de l'été, on était à peu près à 1 milliard de run rate. Ça veut dire qu'en 3 mois, ils ont ajouté 300 millions de run rate. C'est considérable. Pour une boîte comme ChatGPT, comme OpenAI, la vitesse à laquelle ça va, c'est quand même impressionnant. Parce que ça voudrait dire que potentiellement, il y a beaucoup d'entreprises qui commencent à utiliser les briques de ChatGPT.
d'accord, la brique ChatGPT, et qu'il y a beaucoup d'entreprises aussi qui commencent à faire des partenariats avec OpenAI et à prendre cette brique-là au niveau business et à faire du volume avec eux. D'accord? Vu que le gros de la croissance se trouve pas dans le B2C, ça veut dire que le gros se trouve dans le B2B. Donc ça veut dire que les entreprises s'accaparent la technologie d'OpenAI et font des choses avec et surtout font du volume parce que vous savez que la facturation d'OpenAI, c'est une facturation qui est avant tout en mode API, donc en mode au nombre de calls que vous allez faire à ChatGPT. Donc c'est un système de volume. Je répète, les API, c'est ces petits bouts qui permettent à deux logiciels de dialoguer ensemble. Donc par exemple, je vous reprends un exemple, hein. Vous avez un mail, d'accord, qui est un Gmail, d'accord. Vous recevez des mails de prospects, par exemple, peuvent potentiellement être des clients, ok. Et ben, ce que ça va faire, c'est que quand vous allez ouvrir le mail, automatiquement, ça va faire appel à ChatGPT qui va lire le mail, qui va proposer une réponse, et vous, en tant que commercial, vous aurez juste à changer les trucs qui vous conviennent pas dans la réponse et appuyer sur envoyer. Vous n'avez pas à écrire tout le mail, vous avez juste à vous ajuster et ChatGPT, il a appris par rapport à ce que vous aimez, etc. et il a créé quelque chose. D'accord? Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un petit connecteur qui permet à ChatGPT d'aller lire ce qu'il y a dans le Gmail, de comprendre à quoi ça fait référence, de comprendre qui vous êtes dans comment ça s'appelle dans le groupe. Est-ce que vous êtes un commercial, est-ce que vous êtes un membre support, etc. De vous éditer une réponse et vous n'avez plus qu'à la corriger un tout petit peu et à l'envoyer. Donc ça va beaucoup plus vite, il y a moins de fautes d'orthographe, etc. Donc vous comprenez bien que quand on fait des petits plugins comme ça, bah, c'est un effet de volume. D'accord? Vous allez facturer quelques dixièmes de centimes par coup de call, et donc forcément, bah, il faut qu'il y ait des milliers d'interactions avec ChatGPT pour que le chiffre d'affaires puisse augmenter fortement. Donc ça montre quand même qu'il y a une utilisation derrière qui monte et qui monte rapidement, d'accord? Parce que on va quand même mettre sur un produit, si on considère qu'il y a encore un petit peu de croissance, mais que la croissance va ralentir, on va être sur un produit qui d'ici la fin de l'année va être à 1,45 milliard de run rate. Donc ça veut dire que c'est un produit qui sera passé de rien du tout à il va rapporter 1,45 milliard sur 12 mois. Sur les 12 prochains mois, d'accord? Donc en gros, en 2024, sur 12 mois, il rapporterait 1,45. Et encore, c'est s'il n'y a pas de croissance. Donc typiquement, il y a de fortes chances qu'il y en ait encore un petit peu de croissance et que peut-être il arrive à 2 milliards, ce genre de choses. Un produit qui était à zéro et qui rapporte 2 milliards en moins de 2 ans, ça n'a quasiment jamais existé. Sauf quelques rares produits, type vous avez lancé les réels sur Instagram, etc. Mais il y avait déjà un écosystème de base, etc. C'est même quand on a lancé Instagram, qui a été un produit phénoménal, on n'est pas arrivé à le monétiser aussi rapidement. Parce que souvent, ce que vous arrivez à faire, c'est un produit qui réussit, qui attire des utilisateurs. On le lance, ça attire des utilisateurs, mais on a du mal à le monétiser. Ça peut mettre beaucoup, beaucoup de temps. C'est vrai que TikTok a mis énormément de temps à se monétiser. Snapchat, ils n'arrivent toujours pas à le monétiser correctement. Twitter, la même chose. Et pourtant, ça a des centaines de millions d'utilisateurs. Donc, c'est un jeu qui est assez compliqué, la monétisation. Et là, ce dont on peut ce dont peut se gargariser OpenAI, c'est d'avoir réussi à marier les deux de façon assez intéressante. D'accord? Dans les news de l'IA aussi de ces 2 dernières semaines, il y a eu pas mal de choses intéressantes. Donc, il y a Spotify qui a lancé son assistant virtuel de traduction. Donc, lui, c'est pour les podcasts. Donc, en fait, vous faites un podcast. Imaginons, Monsieur Toss ici, il est avec Monsieur Younes des publications Agora. On discute, d'accord? On discute de, je sais pas, de l'immobilier chinois ou de l'intelligence artificielle. Et ben, ce que Spotify vous permettra plus tard, c'est de prendre ce podcast et de dire, je veux le traduire en chinois, le traduire en américain, le traduire en anglais, le traduire en espagnol, le traduire en portugais, etc. Et automatiquement, ça ne mettra pas de la traduction en bas, mais ça changera vos voix, ça gardera votre intonation et ça vous fera parler en portugais, en chinois, etc. Et ça, c'est vraiment très très intéressant parce que déjà pour tout ce qui va être des acteurs comme Netflix, etc., quand ces technologies, elles sont pas encore vraiment nickel, d'accord? Mais quand ces technologies seront arrivées à un certain niveau, bah forcément, les coûts de traduction, les coûts de synchronisation,
quand vous faites une traduction, vous savez que à l'heure actuelle, quand on fait une traduction, eh ben, on a le film en anglais, on prend des acteurs, enfin des voix françaises, on fait le doublage, on essaye de faire en sorte que ça se mette bien ensemble avec la vidéo, ce qui n'est pas forcément tout le temps simple, etc. Donc ça, le jour où l'intelligence artificielle est capable de le faire, ça va enlever tout un pan de travail dans ces boîtes comme Netflix, etc. Mais ça va aussi enlever énormément de coûts, hein. Énormément, énormément de coûts. Ça va permettre aussi à certains influenceurs, à certains médias, d'avoir une capacité à avoir des contenus très rapidement dans toutes les langues. Et donc du coup, c'est plus l'utilisateur qui va devoir faire un effort pour aller voir le contenu, mais c'est le contenu qui va faire un effort pour être proche de l'utilisateur. Donc typiquement, quand vous allez avoir une série télé, quand vous allez avoir un podcast ou peut-être plus tard même une émission à la télé, bah, automatiquement elle pourra être traduite dans d'autres langues, dont le français, etc. Et donc ça vous donnera accès à un contenu d'émission qui est beaucoup plus large, d'accord. Donc ça c'est quand même assez intéressant. Le deuxième point ce mois-ci qu'on a eu, enfin ces 2 dernières semaines qu'on a eu, c'est Alphabet à travers Google qui a lancé un concurrent à Duolingo. Donc Duolingo, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une application pour apprendre les langues. Et en fait, il faut vous dire que Google a décidé d'intégrer un chatbot, donc le chatbot Bard, dans Google et de permettre de demander au chatbot de vous apprendre l'anglais. Alors pour le moment, c'est que l'anglais, d'accord. C'est fait avec des modèles d'IA qui permettent d'entraîner, de vous proposer des questions d'une certaine manière, etc. D'accord. Donc l'idée, c'est que le modèle est censé vous améliorer sur 2 notions clés de l'apprentissage de langue, hein. Donc c'est l'AER, donc l'Alignment Error Rate, d'accord, et sur un autre modèle qui s'appelle le Hidden Markov Model, donc le HMMS, d'accord. Donc c'est 2 modèles d'apprentissage de langue, d'accord. Donc c'est des choses qui sont assez intéressantes à voir parce que pour le moment on n'a pas eu beaucoup encore de retours. Est-ce que c'est meilleur que Duolingo? Est-ce que c'est plutôt basique? Etc. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment cette idée qu'a Google de vous le donner gratuitement là où Duolingo est gratuit et payant, pardon, et d'essayer de vous donner des nouveaux services qui vont vous rendre captif de Google et qui vont vous forcer à rester dessus et à utiliser les chatbots de Google, etc. Or, Google est très mauvais dans les chatbots à l'heure actuelle. Vous utilisez plus souvent des chatbots de Meta que des chatbots de Google. Donc, c'est un vrai sujet pour Google de réussir à aller sur ce marché des chatbots. Et c'est marrant la manière dont ils essayent de l'acquérir. Et finalement, tous nos enfants, enfin moi j'ai pas d'enfants encore, mais tous les enfants ont un smartphone comme ça. Donc si demain sur Instagram, vous pouvez avoir un chatbot made in Meta qui vous permet d'apprendre l'anglais, d'apprendre l'espagnol, etc. Les parents sont peut-être très contents et ça peut être gamifié facilement. Il peut y avoir des systèmes un petit peu de concurrence avec les copains et ça vous montre que bah, la technologie peut être utilisée pour le meilleur comme pour le pire. C'est toujours la même chose, hein, je vous dis toujours, c'est ni blanc ni noir, mais toujours gris quelle que soit la technologie. Bah là, c'est encore un bon exemple. On a eu Amazon aussi qui a lancé un nouveau modèle d'intelligence artificielle qui va servir à optimiser les processus et le placement des produits dans les entrepôts de Amazon. Donc il y a vraiment un très gros travail de la part d'Amazon là-dessus, hein, avec un très gros travail en robotique et un très gros travail en anticipation des besoins du consommateur, là où il faut placer le produit, à quel moment il faut changer les produits, automatisation des entrepôts. Bon, pour le moment, c'est le début, d'accord, mais il y a vraiment eu des grosses améliorations ces dernières années et ça va donner un mode considérable, donc un avantage compétitif considérable à Amazon dans les années à venir. On a aussi Google qui a fait un partenariat avec Infosys, donc vous savez, c'est une des plus grosses ESN indiennes, donc pour ces modèles d'IA générative et pour améliorer leur go-to-market, donc les revendre à d'autres sociétés, créer des produits issus des modèles de Google, et ça passerait par Google Cloud. Donc en fait, Google Cloud hébergerait les modèles de Google et Infosys construirait
et formerait des gens à utiliser ces modèles-là pour leurs clients, pour répondre aux besoins de leurs clients. Donc ça, c'est intéressant. C'est un modèle où on passe à travers des revendeurs, d'accord, et c'est intéressant de voir Google aller là-dessus. Et Google a aussi continué à innover, hein, parce qu'ils ont lancé aussi leur modèle d'IA génératif pour les campagnes de publicité, d'accord, où la création de la campagne, la performance de la campagne, etc. Tout ça est géré automatiquement par une IA. Et vous savez que ça commence à être très puissant ces modèles-là parce que pendant un temps, Meta avait fait déjà ce chemin-là il y a quelques mois, quelques années, enfin même quelques années, où vous aviez plus la possibilité de paramétrer tout comme vous vouliez. Il y avait beaucoup de choses qui étaient faites automatiquement par Meta. Là, au début du mois, ils ont lancé un modèle chez Meta qui est encore plus restrictif, où c'est Meta qui fait le plus de choses. Et de plus en plus, c'est comme ça. Donc avant, il fallait avoir un expert de la publicité pour vous accompagner. Et de plus en plus, on a l'impression que cette expertise, les GAFAM veulent l'intégrer dans leurs produits et donc vous dire, va pas recruter quelqu'un pour décider où tu vas mettre ton budget pub, comment tu vas le mettre, etc. Mais l'IA va le faire à ta place. Et donc là, ça peut être intéressant parce que ça voudrait dire qu'ils seraient capables de gérer très finement le retour sur investissement. Et donc, leur but, ça serait quoi? De capter le plus de marge possible en vous amenant, vous, en tant que revendeur partenaire de ces plateformes, à avoir la marge qui est quand même assez intéressante pour que vous continuiez à être client, mais qui maximise leur profit à eux. D'accord? Et il y a de moins en moins de capacité de faire mieux que le concurrent, de s'améliorer, etc. C'est de plus en plus limité. Sauf si on fait du contenu organique, on commence à faire des choses dans le non payant, où là, il y a des moyens de s'améliorer. Mais c'est vrai que quand on achète de la publicité payante, de plus en plus, on est comprimé dans des petits espaces où on ne peut pas forcément bouger comme il y a 5-10 ans. Et donc, la différence entre quelqu'un qui fait une super bonne pub et qui fait une pub moyenne, elle est beaucoup moins grande que ce qu'il y a 5 ou 10 ans et elle va tendre à se réduire, même si, attention, elle existe toujours. Si vous avez une super agence de com qui gère bien Facebook, etc., qui paramètre bien les algorithmes de Facebook, vous allez avoir des meilleurs ROI que le mec qui arrive, qui va sur le site et qui dit je veux vendre à des nanas de 30 à 40 ans, etc., etc. D'accord, mais il y a de plus en plus de choses qui sont faites directement par nos amis les GAFAM, et ça c'est intéressant dans la captation de la marge, et surtout le côté un peu, vous devenez dépendant, parce que plus ces modèles vont faire de choses, plus vous êtes dépendant de ces acteurs-là, et ça c'est leur but, hein. Vous savez que leur but c'est pas de vous laisser être indépendant, etc. C'est de vous garder captif de leurs produits pour que ça soit eux qui soient en haut de la pyramide et qui captent la valeur et qui est la force. On a Amazon October Prime Day qui a été un très très gros score, d'accord. Donc en fait, il faut vous dire que c'est avant le Cyber Monday, le Black Friday, etc. Donc il y en a de plus en plus des jours Amazon Prime. Ce qui a très très bien marché, c'est les ventes de tiers, d'accord. Donc la marketplace, où il y a eu des fortes hausses, au-delà de 100% par rapport à l'année dernière. Et après, les ventes en direct ont un petit peu monté, etc. Mais du coup, c'est le plus gros jour d'octobre que la firme n'ait jamais eu. Donc c'est quand même des choses qui sont assez intéressantes. Et ce qui est intéressant aussi, hein, c'est qu'ils ont réussi à vendre pas mal de produits en propre et surtout pas mal de produits brandés Amazon. D'accord? Donc vous savez, les produits brandés Amazon, c'est quand Amazon trouve un produit qu'on a l'habitude d'acheter, au lieu de vendre une marque, ils font leur propre marque et ils essayent de vendre leur truc. Donc ils l'ont fait pour les piles, ils l'ont fait au début plutôt pour les achats du quotidien, les piles, je sais plus pourquoi il l'avait fait, je crois qu'il l'avait fait pour les couches aussi, enfin ce genre de choses. Et maintenant ils sont en train de s'étendre un petit peu et de le faire pour d'autres secteurs, surtout dans l'électronique. Donc c'est des choses qui sont assez intéressantes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que comme la plupart des marchands maintenant hébergent leurs marchandises sur Amazon parce que c'est plus intéressant de tout laisser à Amazon que d'avoir ses propres
entrepôts, etc., parce qu'Amazon est plus optimisé que ce que vous pourrez jamais l'être. Bah, l'avantage aussi, c'est quand Amazon vend un produit qui est un produit de la marketplace plus un de ses produits, finalement, la plupart du temps, c'est dans le même entrepôt et ça peut être mis dans le même carton. D'accord? Donc ça commence à être très très puissant et très très intéressant. Et ça montre l'intérêt d'avoir et cette marketplace, d'accord? Mais comme dans la marketplace que Amazon a comparé à ce que a Cdiscount ou d'autres acteurs, ils ont aussi le bien physique du revendeur qui est dans leurs entrepôts. Et c'est pas juste un revendeur qui va capter votre trafic, obtenir votre commande et envoyer depuis son entrepôt à lui. Bah ça c'est intéressant et ça permet de faire des économies et d'aller créer encore plus de marge. D'accord? Donc après on a eu Adobe, ok, qui a fait sa grande présentation, hein. Donc bon voilà. L'idée c'était de nous présenter Firefly. Donc ils ont présenté pas mal de choses. Ils ont présenté un truc qui était vraiment intéressant. Donc d'abord ils nous ont dit qu'ils travaillaient avec beaucoup de sociétés, hein. BBC, Microsoft, Nikon, le japonais, Trupic. Enfin, ils nous ont montré pas mal de cas d'usage client qui étaient intéressants. Et juste après aussi, ils nous ont montré un truc qui s'appelle CR, d'accord. Donc c'est une icône de transparence. Donc en fait, ça correspondrait. Vous savez, des fois, vous avez le petit CC en bas et c'est Creative Commons. C'est vous avez le droit de le récupérer, de l'utiliser, mais pas forcément dans un contexte commercial, etc. Bah, Adobe a développé la même chose pour l'intelligence artificielle, les IA génératives, et ça, c'est un petit logo qui se mettrait sur les images qui sont générées, qui ne se verrait que quand on clique dessus, etc., et qui dirait cette image, elle a été créée par une IA générative, d'accord. La problématique là-dessus, c'est qu'il faudrait que tout le monde utilise la même, le même type d'icône et que tout le monde se mette d'accord sur un protocole commun pour toutes les IA génératives. Pour le moment, on n'en est pas là, mais ça prouve qu'ils travaillent dessus et qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Après, ils nous ont beaucoup parlé aussi de la manière dont ils généraient leurs IA, d'accord. Donc, de comment ils avaient entraîné leurs IA et pour eux, l'entraînement qu'ils ont fait, c'est pas en entraînement en allant chercher toutes les données d'Internet, mais c'est en allant chercher des données qui sont avant tout leurs données propriétaires, qui vient de leur historique, des bases de données, de photographes, etc. Parce qu'ils ont beaucoup de bases de données en interne chez Adobe. Et du coup, ils pensent que juridiquement, il y a moins de risques. D'accord. Donc après, ils nous ont parlé de beaucoup de choses. Ils nous ont montré Firefly. Ils nous ont montré énormément de choses, hein. Le glisser-déposer, le fait de pouvoir enlever facilement un objet. Enfin, énormément de choses. Vous pouvez aller voir les vidéos sur YouTube. C'est assez impressionnant pour certaines fonctionnalités. Et surtout, ils nous ont amené les tarifs de Firefly, alors que pendant longtemps, on n'avait pas grand-chose encore. Et là, on passe un peu à la monétisation de ces outils d'IA. Et donc, en fait, pour les acteurs, il y aura 1000 crédits, d'accord. Et après, dès que vous voulez faire une retouche, quelque chose comme ça utilisera un crédit. Et surtout, ces crédits-là pourront pas, les 1000, être utilisés pour n'importe quoi, d'accord. Si vous avez les 1000 crédits de base, vous en aurez 500 qui sont pour la Creative Cloud, d'accord. Donc Illustrator, InDesign, Photoshop, Premiere Pro, After Effects, etc., etc., d'accord. Il y en a 250 en plus pour ceux qui sont abonnés aux photographies Creative Cloud 20 Go pour ceux abonnés avant le 1er novembre 2023, ça sera 250 crédits. Ceux après, ça sera 100 crédits. Ceux qui sont abonnés à une seule application auront 100 crédits, d'accord, de Creative Cloud. Et ceux qui sont abonnés à une seule application dans InCopy, Collection, Substance 3D, Texturing, Substance 3D ou Acrobat Pro auront 25 crédits. Donc en fait, c'est même difficile d'avoir les 1000 crédits. Pour avoir les 1000 crédits, il faut vraiment être abonné à tout. Et ça veut dire que vous payez sacrément cher. Donc au final, vous voyez que ça peut très vite monter parce que il suffit que vous fassiez 500 calls de génération dans le mois et boum, vous passez sur une facturation supérieure parce que vous avez un besoin qui est supérieur. Et 500, c'est pas grand-chose, hein. C'est-à-dire, si vous prenez, ça veut dire que dans la journée, vous allez faire, si on part sur le principe qu'on travaille 20 jours dans le mois, ça veut dire qu'il faut en faire
Si on a toute application confondue, il faut en faire un peu plus de 40, d'accord, dans la journée, ce qui peut aller très très vite parce que vous générez une image, hop là, ça coûte 1. Vous enlevez un truc dans une image avec de l'IA, vous le modifiez, ça coûte 1. Donc sur la même image, vous pouvez vous retrouver à avoir utilisé 10, 15, 20 crédits. Donc ça peut aller, ça peut aller vite, hein. Ça peut aller assez vite. Donc voilà. On va passer maintenant aux résultats. Donc on a eu ASML, d'accord. Donc c'était au-dessus des attentes, surtout le bénéfice par action, d'accord. Le revenu était un petit peu en dessous, mais très très léger. Par contre, ce qui était très en dessous, c'était les commandes, hein. Donc les nouvelles commandes qui ont été très très mauvaises. Donc ça montre que le cycle des semi-conducteurs est un peu plus compliqué et que les acteurs, les fondeurs surtout, sont en train de serrer un peu la vis et ont moins de perspectives de développement, donc veulent moins ouvrir des nouvelles usines, etc. Même si ça reste pas problématique, hein, parce que c'est un groupe qui a plus de 35 milliards de commandes à livrer. Donc si vous voulez, bon, il en encaisse moins des nouvelles maintenant, mais de toute façon, il va falloir des années avant de livrer les commandes qu'il a déjà en stock. D'accord. Donc voilà. Après, on a eu TSMC. Donc là, c'est un pur fondeur où c'était bien mieux qu'attendu et sur le chiffre d'affaires et sur la rentabilité. D'accord. Alors sur le chiffre d'affaires, c'était légèrement mieux. Sur la rentabilité, c'était vraiment bien au-dessus, même si c'était en forte décroissance, hein, parce que sur le chiffre d'affaires, c'était en décroissance de 10% versus l'année dernière, et sur le bénéfice par action de 23%. D'accord. Par contre, c'est vrai que la boîte était plutôt sereine, dans le sens où ils nous ont dit on voit toujours des demandes qui faiblissent sur de la part de certains clients qui ont toujours trop de stock, etc., mais qui sont à la fin de l'écoulement de leur stock. D'accord. Donc ils pensent qu'il va y avoir un rebond. Pour eux, il y a une sous-consommation du secteur du multimédia, donc des téléphones, des PC, etc., avec des gens qui ont moins changé leur équipement que ce qu'ils auraient dû. Donc ça finira par se retrouver après. D'accord. Ils ont toujours les problèmes pour leur nouvelle usine, pour leur nouvelle usine aux États-Unis avec du mal à recruter des gens de qualité. Ils veulent lancer la construction de leur usine pour faire du 1 nanomètre et ils commencent les phases de test pour essayer de faire du 2 nanomètres et les phases de montée en puissance pour faire du 3 nanomètres. D'accord. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que le 7 nanomètres est en dessous. Donc en fait, c'est 7, 5, 3 nanomètres représente maintenant 59% des revenus contre 53% le trimestre d'avant. D'accord. Et même le 3 nanomètres représente maintenant 6% des revenus et le 3 plus le 5 nanomètres représente quasiment, je crois, maintenant 36-37% des revenus. Donc ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est cette baisse justement en nanométrage. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus on descend en nanomètres, plus c'est compliqué. À l'heure actuelle, par exemple, du 3 nanomètres ne savent faire que Samsung et TSMC. En industrialisé, il n'y a que eux qui savent faire ça. D'accord. Les autres ne sont pas capables encore de faire du 3 nanomètres. Attention, je parle bien en industrialisé. C'est-à-dire, il y en a qui font du 3 nanomètres, mais ils n'ont pas une cadence qu'on peut appeler industrielle. Et encore, la cadence industrielle sur le 3 nanomètres, aussi bien de Samsung que de TSMC, et pas une cadence qui est une cadence suffisante à l'heure actuelle pour rentabiliser à plein les usines. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à avoir un taux de qualité des semi-conducteurs sortis d'usine qui est assez bon. Parce que plus on rentre dans des petits nanométrages, plus quand on rentre dans la phase de montée en puissance, on peut avoir des imperfections sur certaines puces. Et donc quand on a une imperfection, bah, la puce, il faut la recommencer et elle ne marchera pas. Ou alors elle posera des problèmes. Donc il y a un taux de défaut qui est quand même extrêmement important. Mais ils sont en train d'avancer, d'accord. Et ça c'est intéressant, pourquoi? Parce que plus le nanométrage est bas, plus la puce a de la valeur ajoutée, et plus c'est difficile de se faire concurrencer par des gens qui vont jouer le prix, d'accord. Parce que personne ne va jouer le prix sur du 3 nanomètres. 3 nanomètres, déjà les gens ils veulent réussir à faire de la qualité, etc. et de la quantité. Il n'y a pas une question de prix, d'accord. Donc c'est quand même assez intéressant. D'autant plus que les Chinois ont tapé un grand coup avec la puce Kirin
de Huawei où ils ont été capables de créer une machine qui va graver sur du 7 nanomètres, d'accord? Donc une prouesse pour les Chinois, mais les Chinois ont un très gros problème sur cette puce Kirin de qualité de la puce, d'accord? Donc il y a trop de puces qui sont de faible qualité quand ils les sortent d'usine, etc. Et de monter en puissance de la chaîne logistique. Et pourquoi? Parce que comme c'est Huawei qui crée la machine qui permet de faire du 7 nanomètres et de ces SMIC qui font le semi, bah, le problème c'est que aussi bien la machine chez Huawei, elle est capable de le faire, mais elle n'est pas capable d'avoir les cadences de production d'une machine ASML, d'accord? Et les fondeurs chez SMIC n'ont pas l'expérience des gens chez TSMC pour réussir à monter en cadence sur du 7 nanomètres. Donc il y a quand même toujours une vraie différence entre les acteurs. Ça ne veut pas dire que les Chinois n'y arriveront pas et ne recolleront pas, mais pour le moment ils sont quand même assez loin. Et ce qui est intéressant, c'est que chez TSMC, plus on va être sur un pourcentage du chiffre d'affaires qui va être du 7 nanomètres et moins, plus forcément on est sécurisé sur l'arrivée de nouveaux fondeurs à bas coût dans des pays comme la Thaïlande, l'Inde, etc. Plus on est sécurisé de la guerre des prix avec les fondeurs chinois, etc., etc. D'accord? Donc voilà. Et encore une fois aussi, un autre point qui est clé, c'est que plus on va sur du 2, sur du 1, sur du 3 nanomètres, etc., ou même sur du 5 nanomètres, bah, plus c'est intéressant parce que plus on a un couple dépenses énergétiques versus puissance de calcul qui est important. Et il faut savoir une chose, c'est que dans les puces d'IA, c'est quand même une donnée qui est assez importante, surtout que vu le prix des puces, c'est vraiment leur capacité de calcul et leur consommation qui va jouer plus que leur prix, surtout pour des gros acteurs comme Microsoft, etc. On a eu Lam Research, c'était en forte baisse, c'était moins 31% sur les revenus, moins 35% sur le bénéfice par action, d'accord? Mais c'était au-dessus du consensus, parce que globalement, dans tout ce monde des j'allais dire des cybercalculateurs, pas du tout ça, des puces, on était très, très, très bearish. Donc on avait vraiment une vision que le cycle allait être catastrophique, que les boîtes allaient s'effondrer de 50%, et du coup il y a quelques boîtes qui font un peu mieux qu'attendu, donc forcément les choses vont plutôt dans le bon sens. L'âme c'est pareil, hein, c'est un acteur qui fournit des machines, alors pas des machines aussi haut de gamme et aussi intéressantes que celles d'ASML, mais c'est des machines qui sont utilisées à côté pour d'autres choses, pour mesurer, pour machiner à côté dans l'industrie des semi-conducteurs. On a eu après aussi Netflix qui a battu le consensus avec des revenus qui étaient corrects, d'accord, mais un nombre de nouveaux abonnés qui était bien meilleur et un bénéfice par action qui était bien meilleur. Là-dessus, toujours la même chose. Bah, le fait est que effectivement, le fait d'avoir cassé le partage des comptes, bah, ça a enlevé une partie des clients, mais ça en fait venir d'autres parce qu'il y en a qui ont décidé de dire bah ouais, écoutez, ok, avant je partageais, maintenant je vais acheter et je vais payer mon abonnement, d'accord. Il y a une concurrence qui est moins forte de la part des autres acteurs avec moins de promotions, donc il y a moins de gens qui s'amusent à je cancel ici, je prends là parce qu'il y a la promotion ici et la promotion là, etc. D'accord. Il y a moins de concurrence aussi, il y a moins de contenu qui sort, donc il y a moins de concurrence sur le contenu. Donc là c'est pareil, il y a moins de gens qui vont se désabonner de tel service, profiter de telle série ce mois-ci, puis se réabonner à l'autre service pour profiter de telle série, etc. Et il commence à y avoir quelques plateformes où on se dit je vais rester sur celle-là, d'accord. Donc c'est quand même vachement intéressant pour les actionnaires long terme de Netflix. Il y a quand même quelque chose de pas mal qui est en train de se construire derrière. Après on a eu Intuitive Chirurgical, donc là c'est des robots, hein. Donc c'est un modèle qui s'appelle, enfin leur robot phare s'appelle le Da Vinci, d'accord. Donc c'est pour de la chirurgie. Alors là c'était un peu en dessous des attentes, d'accord. C'était une toute petite décroissance, moins 1,1% en quarter over quarter et 12% de hausse en year over year. Sauf que comme c'était une boîte en hyper croissance, on regardait que la croissance trimestre sur trimestre, d'accord. Et là ça a été très compliqué pour deux choses. Déjà en Chine, il y a eu des enquêtes
et il y a eu des fraudes de la part de certains centres qui utilisaient le système de Da Vinci et qui poussaient à faire plus d'opérations que nécessaire. Donc la police chinoise a arrêté certains médecins, etc. Et il y a certains appareils Da Vinci qui sont plus utilisés en Chine et parce que les hôpitaux ont été mis en cause et donc ils ont enlevé leur système Da Vinci, etc. D'accord. Et un autre point, c'est que leur robot Da Vinci servait aussi dans la chirurgie bariatrique. Donc vous savez, c'est quand on est obèse, etc. et qu'on veut, on enlève une partie de l'estomac, etc. Et ça, bah, il y a eu une baisse très forte de la demande des chirurgiens. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de patients qui sont passés sur la pilule de Novo Nordisk qui donne moins envie de manger. Et du coup, le marché s'est un petit peu emballé sur ces deux problématiques-là et a complètement détruit la société. Ça reste une très belle société qui en robotique est très très avancée en chirurgie interventionnelle, hein, avec des robots extrêmement puissants. Il n'y a pas de dette, etc. Après, c'est un petit peu cher, mais voilà, il faut quand même se dire que la chirurgie bariatrique, ça ne représente que enfin, pas un, mais entre 4 et 5% des revenus du groupe. Donc ça reste quand même léger et je pense que toutes les chirurgies bariatriques ne vont pas s'arrêter. Après, ça vous montre à quel point le marché peut se raconter une histoire extrêmement rapidement, parce que tous les médias ne parlaient que de cette pilule de Novo Nordisk, que c'est le truc du moment, ça va vous faire arrêter de consommer du Coca-Cola, ça va vous faire arrêter d'aller faire des chirurgies bariatriques. Attention quand même, toujours aux effets un peu d'annonce et d'emballement médiatique avec ça va complètement changer le monde, etc. Non, le monde ne se change jamais d'un coup de baguette magique. Ça peut aller vite, il peut se passer des choses qui sont rapides. Après, attention, encore une fois, hein, ChatGPT, c'est très rapide, ça va peut-être faire 2 milliards de chiffre d'affaires l'année prochaine. Et on appelle ça très, très, très rapide. Et ça a des implications macroéconomiques qui sont non négligeables dans la compréhension des entreprises, etc. Mais ça ne va pas augmenter le PIB de 25 points demain matin. Non, ça augmentera sûrement le PIB à long terme, ça améliorera sûrement les productivités à long terme, mais c'est quelque chose qui se fera sur 10 ans, 15 ans. D'accord. Il faut laisser le temps au temps. Hein, c'est vraiment assez important et on a tendance à beaucoup trop s'emballer sur des news trop rapidement des fois. Donc on continue sur les puces. Donc là on va passer sur un petit truc qui est intéressant, d'accord. Donc c'est que comment s'appelle OpenAI et Microsoft réfléchiraient à faire leur propre puce pour l'IA. Alors pour Microsoft, c'est même un peu plus que réfléchir parce que normalement, à la fin du mois qui arrive, ils devraient présenter une première puce qui a été créée par Microsoft et qui serait fondue sûrement par TSMC et qui leur permettrait de remplacer certaines des puces de Nvidia. Donc, vous savez, c'est toujours la même chose. C'est l'idée de vous dire, si vous allez faire une puce qui est faite spécialement pour vous et que vous ne payez pas la marge du prestataire, est-ce que vous allez faire des économies? Et c'est vrai que comme sur les puces, Nvidia marge excessivement cher parce que vous avez des puces qui peuvent être vendues à 45 000, 50 000 euros la puce. Donc ça monte très 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 haut, d'accord, les prix de Nvidia actuellement sur certaines gammes de produits. D'ailleurs, j'aurais pas dû dire la puce, mais j'aurais dû dire la gamme de produits parce que dans un produit, il y a plusieurs puces généralement. Mais bon, bref, passons. Et effectivement, quand vous voyez que sur certaines gammes, bon, Nvidia est à des 75% de marge brute, bon, il peut y avoir un intérêt de la part de OpenAI et de Microsoft à essayer de créer leur propre truc. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que Microsoft crée ses propres puces, que OpenAI, on a l'impression qu'ils voudraient faire les leurs aussi. Or, il y a quand même une imbrication de ces deux boîtes-là. Donc généralement, quand tout le monde commence à tirer dans son coin en s'imaginant meilleur que le voisin, ça sent généralement pas très bon. Il y en a un qui va peut-être réussir, mais beaucoup qui vont échouer. D'accord. Et historiquement, il y a toujours cet avis de dire je vais créer mes propres puces. Alors pendant un temps, Microsoft avait essayé aussi pour la Xbox. Sony avait essayé aussi. Finalement, ils se sont rabattus sur le fait de prendre un partenaire pour Microsoft. Il me semble c'est AMD, pour Sony, je sais plus. Qui redesign une de leurs puces pour convenir à la Xbox. Et généralement, ces gens-là, comme ils ont l'habitude de faire pour PC, pour énormément de choses, bah, ils ont capacité de comprimer les coûts parce qu'ils ne vendent pas que pour la Xbox, ils vendent pour tout un tas de choses. Donc c'est quand même... on va voir.
peut-être que vraiment la marge qui est vraiment considérable, même pour le secteur des semi-conducteurs qui est actuellement sur les puces d'IA, peut rentabiliser ça, mais c'est quand même un peu compliqué. Après, on a une startup concurrente qui s'appelle Graphcore, qui est un vrai concurrent d'NVIDIA, hein, qui a levé plus de 700 millions de dollars pour 2,77 milliards de valo. Donc, c'était un vrai gros concurrent de NVIDIA et de AMD, qui est en très grande difficulté financière. Il va falloir lever des fonds. Ils ont du mal à industrialiser leurs puces. Donc, ça vous montre aussi toujours la même chose, c'est que une fois qu'on a créé le design, une fois qu'on a une puce qui sur le banc de test est meilleure que celle de Nvidia et d'AMD, c'est pas la fin du travail, hein, parce qu'il faut être capable encore de l'industrialiser, de se rendre compte que dans l'utilisation, il y a une pérennisation, parce qu'on peut faire une puce qui sur un banc de test va mieux marcher que celle de Nvidia, etc. Mais celle de Nvidia, elle va marcher 18 mois, la vôtre, vous allez la mettre dans un data center, et au bout de 3 mois, elle est cramée. Donc, il y a plein de choses qui sont assez intéressantes. Et là-dessus, il y a un beau cas d'école qui est aussi arrivé ces 2 dernières semaines. C'est Meta qui avait fait sa propre branche. Donc, c'est une branche qui s'appelait FAST, d'accord? Donc, Facebook Agile Silicon Team. Donc, c'était une branche de Facebook qui était censée faire les propres chips de Facebook pour les appareils Oculus, donc pour la VR et pour l'AR, d'accord? Et souvenez-vous, moi je vous dis toujours que le problème de Oculus, c'est pas que le château il est moche, que Mark Zuckerberg il est tout flou. On s'en fout de la qualité visuelle de la VR et du monde de Facebook. C'est pas ça le problème. Le problème c'est quand vous posez le casque, il est trop lourd, il vous donne mal à la tête, mal au cervical, il vous donne envie de vomir, etc. Et donc pour changer tout ça, bah, il faut quoi? Il faut des matières plastiques composites qui vont être moins lourdes, qui vont tenir à votre tête mais qui vont pas vous comprimer. Il faut des puces qui vont être plus légères, qui vont moins chauffer, etc., etc. Donc sur le hardware, il y a une nécessité d'innover. Donc l'histoire de Facebook, c'était de dire on va innover nous-mêmes parce qu'on est sur un tel matériel que on pense que en partant de zéro et en faisant nos propres puces à nous, on sera meilleur que les concurrents AMD, Nvidia, etc. Et là, ils reviennent en arrière, ils licencient tout le monde, ils repartent sur un partenariat avec Qualcomm. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils vous disent que ça coûte énormément d'argent, que finalement, l'histoire de faire une puce personnalisée pour une utilisation, c'est pas si simple que ça à faire, d'accord? Parce qu'on a besoin souvent de plein de connaissances connexes, etc. Et qu'au final, c'est peut-être plus facile de partir des bases et des connaissances de Qualcomm et de donner de l'argent à Qualcomm pour que Qualcomm développe une puce personnalisée, même si celle-ci, Qualcomm pourrait ne pas pouvoir la vendre à quelqu'un d'autre, etc., que de faire en interne. Donc c'est quand même vachement intéressant parce que ça montre que le choix que fait Microsoft sur l'IA et que essaye de faire OpenAI potentiellement, c'est pas si sûr qu'il soit rentable, d'accord? Donc voilà. On continue avec Microsoft qui a aussi eu quelques belles news ces 2 dernières semaines. Donc ils ont finalisé l'acquisition avec Activision, ce qui va débloquer la possibilité pour Ubisoft d'acquérir les droits du catalogue de Microsoft sur le cloud gaming. Donc ça va être intéressant pour Ubisoft, d'accord. Et un autre point aussi, c'est que Microsoft aurait signé un contrat de 1 milliard de dollars pour la suite de productivité Office 365 auprès d'Amazon. Pendant très longtemps, Amazon avait ses propres applications à la place de Word, etc., qui ne vendaient pas entières, au tiers d'ailleurs, mais qui l'utilisaient en interne. Et ça voudrait dire là aussi que, vous voyez, même Amazon avec le plus gros budget R&D de la planète se dit à certains moments, ça sert à rien de vouloir concurrencer celui qui fait ça depuis 20 ans, ils font ça mieux que nous, on arrête, on signe un contrat, on prend leur produit qui marche mieux que le nôtre. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. Et ça vous montre que c'est pas si simple et que c'est pas qu'une question d'argent d'essayer d'aller prendre la part de marché du voisin. Hein. Sur Microsoft aussi, on a eu l'IRS, donc l'Internal Revenue Service, donc les impôts américains, qui ont notifié une amende préliminaire de 28,9 milliards de dollars à Microsoft sur les années 2004 à 2013, d'accord? Donc Microsoft n'aurait pas déclaré correctement. Bon, alors là, ils vont rentrer dans un petit conflit juridique
qu'est-ce que je dois payer, qu'est-ce que je dois pas payer, etc. Mais c'est vrai que c'est un sacré coup quand même pour Microsoft. Juste après l'acquisition d'Activision, ça va faire un trou dans la trésorerie, ça c'est sûr. D'accord. Même si je me fais pas trop de soucis, Microsoft gagnant tellement d'argent, il y a quand même pas mal de choses à faire. Sur l'aspect légal, il y a aussi eu beaucoup de choses ces 2 dernières semaines. Donc il y a Microsoft et Google qui ont sorti un cadre en disant que si les gens qui utilisent leurs produits d'IA sont attaqués en justice, Microsoft et Google, dans leurs conditions d'utilisation, ont copié-collé l'une de l'autre, ou l'un de l'autre, ça dépend. Alors Microsoft l'a annoncé un peu avant Google. Globalement, je pense ils travaillaient avec leurs avocats en même temps. Les nouvelles conditions d'utilisation disent que si vous êtes attaqué par quelqu'un qui dit que vous avez utilisé un modèle d'IA, mais ce modèle d'IA, il a appris sur des données qui appartiennent à cette personne-là et qu'on vous juge coupable d'avoir utilisé ces données, et Microsoft et Google vous rembourseront et géreront la procédure judiciaire à votre place entièrement. Donc ça permet aussi de se dire que ça va être très très intéressant parce que pour les entreprises, il peut y avoir un frein à l'utilisation de l'IA qui était de se dire ah ouais, mais je vais l'utiliser, je vais avoir de l'amélioration, mais si dans 1 an, 2 ans, on vient me voir, on m'attaque en justice en me disant j'ai utilisé le module d'IA de Microsoft ou celui de Google, mais dedans il y avait des données de X, Y, et au final ces gens-là m'attaquent et ça va me coûter beaucoup plus que ce que ça me rapportait, ça pouvait être un frein à l'utilisation de l'IA, et là il n'y a plus de frein, d'accord. Il y a aussi eu des nouvelles qui sont assez intéressantes. Vous savez que dans le département de la justice américaine a une enquête en cours versus Google sur le fait que Google soit par défaut sur certains produits. D'accord. Donc par défaut, c'est vous allez sur votre smartphone, vous le sortez d'usine, vous mettez la SIM, vous arrivez dedans et par défaut c'est Google. Vous pouvez le changer et mettre Bing, etc. Mais par défaut c'est Google. Et il y a des notions un petit peu de Google Pay pour être mis par défaut dans les navigateurs, etc. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que on a vu que c'était tellement compliqué d'aller concurrencer Google sur ces achats de mise en place par défaut, etc., que dans les données du procès, on a eu des données de Microsoft où Satya Nadella aurait proposé à Apple de vendre Bing parce que Satya Nadella pense que Bing ne peut pas concurrencer et ne peut pas arriver à acheter la place. Et donc la proposition de Microsoft, c'était de vendre Bing à Apple, de garder Bing dans les services de Microsoft, etc. Et ça aurait permis à Apple de merge Safari et Bing dans une seule entité et de la proposer par défaut sur les appareils Apple et de plus avoir à travailler avec Google. Ce qui est intéressant, c'est qu'Apple aurait refusé, d'accord. Donc à voir. Après attention quand même parce que il y a quand même des choses où il faut faire attention parce que si Google perdait, ça voudrait dire que en gros la finalité, ça serait de dire qu'on ne peut pas acheter la place pour arriver en navigateur par défaut. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passerait? Il se passerait plus ou moins la même chose que ce qui s'est passé chez Microsoft à une certaine époque où, vous savez, dès que vous achetez un ordinateur Windows, il y avait Internet Explorer. Et la première chose que les gens faisaient, c'est ils ouvraient Internet Explorer et ils téléchargeaient Google Chrome, Mozilla, etc., etc. D'accord? Mais Microsoft vous forçait à passer par Internet Explorer. Et ça, ils ont perdu en justice et on les a obligés à un moment à faire que quand le PC s'allume et se paramètre la première fois, il vous propose différents navigateurs et il vous propose différents moteurs de recherche et vous faites la sélection, d'accord? Et vous n'êtes pas obligé de passer par l'installation directe de Internet Explorer. Là, je pense que si Google perdait, ça serait un peu la même chose sur les mobiles, sauf que si demain vous ouvrez un iPhone ou un Samsung et que un des premiers paramétrages qu'on vous demande, c'est de choisir votre navigateur et de choisir votre moteur de recherche, il y a 95% de chances que si vous êtes là, vous allez choisir automatiquement Chrome et automatiquement Google en dessous. Donc au final, ça reviendrait à dire que Google ne paierait plus pour avoir accès à ça. Donc ça peut même devenir une chance pour Google. Alors ça dépend
comment sera tranchée l'histoire. Est-ce que c'est interdire à Google de le faire, mais les autres pourront le faire? Est-ce que on considère que Google paye beaucoup trop par rapport aux autres et que les autres peuvent pas le faire? Donc il y a des choses qui sont quand même assez intéressantes. Après, attention, c'est quand même compliqué parce que par exemple Mozilla travaille avec Google par défaut, et il faut savoir que si Mozilla ne touchait pas l'argent de la part de Google pour être par défaut le moteur de recherche de Mozilla, bah, la fondation Mozilla ferait faillite. Donc c'est assez compliqué, d'accord? Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce mois-ci, enfin c'est cette semaine, il y a la CMA, donc c'est l'autorité de concurrence britannique, qui a ouvert une enquête sur les hyperscalers, donc c'est les acteurs du cloud à très très grosse échelle qui sont capables de vous offrir énormément de data. Donc avant tout Azure de Microsoft et AWS de Amazon. Et il y a une enquête pour savoir s'ils ont un comportement anticoncurrentiel. D'accord? Donc c'est quelque chose qui à suivre, on est au tout début, mais on pourra avoir des informations sur le marché qui sont assez intéressantes. Voilà. Il y a aussi eu la mise en place qui va arriver des comptes payants de Meta en Europe. Donc l'idée c'est quoi? C'est quand vous avez Meta à l'heure actuelle, bah, il prend vos données et il affiche de la publicité. Comme certains ont attaqué Meta, ce que Meta propose, c'est de proposer aux gens, soit vous acceptez qu'on utilise vos données personnelles pour mettre de la publicité, soit sinon, vous acceptez pas, et à ce moment-là, votre compte serait accessible que si vous payez un abonnement et il n'y aurait aucune pub. D'accord? Donc ça, c'est intéressant, et c'est à voir comment ça va se développer, et on est dans les dernières phases de justice. Alors, il y en a certains qui disent que, bah, en fait, ce qu'ils voudraient, c'est que Meta propose d'afficher ou non de la publicité selon l'envie de l'utilisateur, sauf que ça n'a aucun sens. Tout le monde dirait je veux pas de publicité. Et donc à ce moment-là, il n'y a plus d'argent, le service il marche plus, etc. Donc c'est quand même assez intéressant. On va voir jusqu'où la justice est capable d'aller. Mais ce qui serait intéressant pour Meta, ça serait d'offrir une possibilité payante. Donc les utilisateurs qui veulent faire attention à leur vie privée, etc., bah, ils payent, ils ont un abonnement. Et les autres, ils voient de la pub. Et ça serait le meilleur des deux mondes pour Meta. Et potentiellement, ça pourrait même, sur ces utilisateurs-là, parce qu'on serait sur des abonnements quand même au-dessus de 15$, bah, il faut savoir que ça rapporterait plus par utilisateur à Meta que la publicité actuellement. Donc il y a des choses qui sont intéressantes. Et il y a la FTC aux États-Unis qui a attaqué Amazon en justice pour abus de position dominante. Alors là, c'est surtout toujours une histoire qui dure depuis assez longtemps. C'est l'histoire d'avoir des prix dynamiques sur Amazon, avec le fait que Amazon ferait exprès d'empêcher certains revendeurs de vendre certains produits pour pouvoir gonfler ses prix, les supprimerait de l'affichage, etc. Bon, voilà. Après, Amazon est un habitué des procédures judiciaires. Il y a quelques années, et c'est d'ailleurs une procédure qui n'est pas finie, la FTC les avait attaqués sur le fait que quand il y avait quelque chose qui marchait bien chez un revendeur Amazon, généralement, au bout d'un moment, ils interdisaient aux revendeurs de continuer à vendre le produit et ils le vendaient eux directement. Donc en fait, ils prenaient pas le risque de savoir si un produit allait être aimé ou pas. Ils laissaient les revendeurs prendre ce risque, et une fois qu'ils avaient les données et qu'ils avaient compris de la part de certains revendeurs que certains produits étaient géniaux, ils les copiaient et ils empêchaient aux vendeurs de les vendre et ils captaient toute la marge. Donc voilà, bon, c'est un business un peu qui a toujours été avec beaucoup de procédures judiciaires derrière. Donc à voir où celle-là ira. Et on finit cette semaine avec la cybersécurité parce qu'on a eu un super rapport de l'AIE sur les cyberattaques en format en format semaine et leur hausse. Donc c'est par rapport de 2020 à 2022. Donc il faut savoir qu'en 2 ans, les attaques moyennes chaque semaine ont explosé. Pour vous dire un ordre d'idée, c'est dans le domaine de la santé, on était en moyenne par institution entre 400 et 600 attaques par semaine en 2020. On a eu une hausse de 202% et on est au-dessus de 1400 attaques par semaine. Pour les gouvernements et les militaires, c'est même 1600 attaques par semaine et c'est une hausse de 115% parce qu'on était juste en dessous de 800 attaques par semaine avant. D'accord ? Et même pour beaucoup d'acteurs, ça explose littéralement. Et surtout, il y a un domaine sur lequel il y a eu une explosion qui est assez forte et qui a fait que le domaine a beaucoup avancé. C'est les utilities. Donc les utilities, c'est l'eau, fourniture d'électricité, c'est tous les fournisseurs de services de base. D'accord ?
et eux, ils ont explosé. Et vous savez qu'il y a eu beaucoup de rapports, dont des rapports de la NSA à une époque, disant que le point faible des États-Unis, c'était leur réseau électrique, et c'était la multitude de réseaux électriques qu'il y avait, et le fait que certains réseaux étaient peut-être piratables assez facilement, et que en piratant ces réseaux-là, on pouvait interdire l'accès à l'électricité aux Américains, et que forcément, sans électricité, la nation peut très rapidement s'effondrer ou être mise en difficulté. Donc c'est quand même intéressant. Ça montre que c'est toujours la même chose. Hein. C'est une méga tendance, la cybersécurité. Et il y a vraiment beaucoup d'argent à se faire. Hein. Nous, dans nos services, on investit beaucoup là-dessus parce que moi, je pense que c'est vraiment un secteur où il y a encore bien 20 ans de très très forte croissance devant nous. D'accord. Et il y a eu un bel exemple aussi. Hein. Ces 2 dernières semaines, il y a eu un piratage massif dans les casinos de Los Angeles. Donc ça avait commencé fin du mois dernier. Et là, on commence à voir les données, les centaines de millions de perdus chez MGM, les dizaines de millions de perdus chez les concurrents, avec un piratage qui a vraiment été généralisé de Las Vegas. D'accord. Et on a aussi eu la société 23andMe, qui est dans la génétique. Donc vous savez, c'est les petits tests, on met le petit truc dans sa bouche et après ça dit vous avez des ancêtres d'Afrique du Sud, de Chine, de machin, avec les pourcentages et tout ça. Et ben ils ont été attaqués et ils ont perdu les profils de plusieurs millions de personnes qui avaient utilisé leur service. Donc c'est quand même assez important. Alors après, toujours la même chose, il y a quand même des choses qui se passent et c'est quand même pas tout négatif. La preuve, les polices européennes et la police américaine et quelques autres polices ont mis sous les verrous un gang de ransomware. Donc vous savez, les ransomware, c'est les petits logiciels qui vous bloquent l'ordinateur, etc., qui s'appelle Ragnar Locker, d'accord, et qui vient d'être démantelé. Ragnar Locker, c'était vraiment un ransomware qui était beaucoup utilisé par les pirates, qui était très très problématique et très agressif. Donc ça prouve quand même que bon, voilà, les États essayent quand même de maintenir des choses et qu'il y a des entreprises qui sont derrière, les polices, etc. Et voilà, après, il faut toujours courir après ces pirates et avancer petit à petit. Mais il y a des choses qui se font et je pense que c'est le jeu du chat et de la souris. Mais je suis pas sûr que le chat ne gagne pas assez souvent quand même. D'accord. Surtout qu'on commence à voir énormément d'innovations dans la cybersécurité avec des super entreprises comme CrowdStrike et d'autres, d'accord, et vraiment super secteur avec un trend extrêmement fort. Et je pense que quand on voit que sur les gouvernements, en moyenne, il y a 1600 attaques par semaine, moi je suis convaincu que dans quelques années, ça peut être un truc qui est multiplié par 10. On peut passer à 16 000 attaques par semaine, ce genre de choses. Parce que c'est vraiment un trend, le nombre d'attaques. Alors la plupart, c'est des tentatives de piratage très simples, d'accord, qui ne sont pas des gros soucis. Mais le nombre d'attaques, elle va exploser. Parce que c'est de plus en plus simple d'en faire, etc. Donc il va falloir se protéger. Et c'est vraiment un méga cycle pour les 15-20 ans qui viennent. Ça, j'en suis convaincu. Donc voilà, c'était à peu près tout pour ces 2 dernières semaines. Alors on ne peut pas parler de tout, hein, donc j'essaye de faire un peu synthétique et de vous parler à peu près de tout. Mais voilà, donc je pense que bon, il y a plutôt pas mal de jolies choses avec 2 secteurs qui me paraissent vraiment très intéressants pour les investisseurs, intelligence artificielle, cybersécurité, voilà, qui sont des secteurs vraiment, moi je pense qu'il y a des dynamiques de croissance pour des décennies devant nous, vraiment, et je pense pas exagérer quand je dis ça. Donc voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en bas de la vidéo. Et je passe de temps en temps voir les commentaires. Et s'il y a des commentaires qui sont intéressants, des questions qui sont intéressantes, j'essaie d'y répondre. Donc voilà. Je vous dis à dans 2 semaines. Bye bye. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.